形翔陽です。全国へ行きます。Un gamin de 1m62 qui rêve de devenir le joueur de volley. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas de talent inné. Il n'a pas les attitudes nécessaires si tu veux, mais il a un truc qu'on ne lui enlève pas, l'obsession, l'envie de gagner. Et tout le monde lui a dit non. Mais dans cet animé-là, il va montrer que souvent, un non ne suffit pas pour entacher une motivation bien plus grande. IQ, c'est bien plus qu'un animé de sport, on va pas se mentir. J'ai envie de dire, c'est une sorte de manuel de vie déguisé en shonen, pour être honnête. Et donc aujourd'hui, ensemble dans cette vidéo, si tu veux, je vais essayer de te montrer par A plus B comment est-ce que ces leçons de vie là qui te sont enseignées de IQ peuvent te permettre en fait de bosser, de réaliser un projet, d'exceller dans un sport, tout simplement dans ta vie de tous les jours, quoi, tu vois. Et si tu n'as jamais regardé IQ, cette vidéo, crois-moi, va te faire regarder IQ en un week-end. Oui, je ne blague même pas. Cette vidéo-là va te faire binge-watch l'un des meilleurs animés de sport de la décennie en un week-end. Et crois-moi, en fait, si tu l'as déjà vu, ou que tu ne l'as pas vu d'ailleurs, tu verras cet animé sous un angle totalement différent. Si vous êtes prêts, je suis prêt, c'est parti pour la vidéo. Avant de commencer, on va essayer de contextualiser un peu de quoi on parle. IQ, c'est un manga créé par Haruichi Furuta, publié dans le Weekly Shonen Jump de 2012 à 2020. 402 chapitres, 4 saisons d'animé, des millions de fans dans le monde entier. Et cerise sur le gâteau, c'est régulièrement cité par des psychologues de sport et des coachs professionnels comme une des représentations les plus réalistes de la dynamique d'équipe de la fiction. Pas mal pour manga de volleyball. Aujourd'hui, ensemble, on va décortiquer 7 leçons que personnellement j'ai retenues de IQ. Des leçons que tu peux appliquer dès demain et qui te permettront de voir la vie sous un autre angle. Et ce que tu sois sportif, entrepreneur, astronaute ou juste quelqu'un qui veut progresser dans sa vie. Leçon numéro 1. Le talent est un point de départ, pas une destination. Hinata Shoyo, un gars banal de 1m62 avec les bras courts, une expérience bof au collège, il n'a rien pour lui. Il n'a absolument, mais absolument rien pour lui, ce mec. Et ce que Furudate va faire avec ce personnage est juste incroyable. Et c'est vraiment aussi l'un des points forts de ce manga, si on veut. En gros, Furudate, avec le personnage de Hinata, nous refuse deux mensonges. Je vais dire deux mensonges parce que ce n'est pas forcément des mensonges, disons plus que ce sont des demi-vérités que la société veut nous imposer. Mais on va les appeler mensonges pour the sake of the vidéo. Mensonge numéro 1. Le talent, ça se travaille pas. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Pas forcément. Hinata prouve le contraire à chaque épisode. Cette volonté d'aller plus haut qui fait qu'en fait, il a fait des trucs incroyables. Mais sinon, en vrai, c'est un mec banal, comme on l'a dit. Il nous a prouvé ce concept-là, cette demi-vérité dont je viens de vous parler là. Nathan nous l'a prouvé en fait à chaque épisode de la série, clairement. À chaque match, tu vois que ce mec-là évoluait. Et il n'évoluait pas parce qu'il avait le talent, en fait. Il évoluait juste parce qu'il avait envie de gagner. C'est son envie de gagner qui lui permet en fait d'évoluer. Avec du travail, tu peux tout accomplir. À moitié faux parce que il faut du travail intelligent pour pouvoir accomplir quelque chose. Un travail hasardeux, en fait, te plafonne à un moment donné. Tu peux genre tout faire, mais à un moment donné, si tu ne travailles pas comme il faut, tu ne t'entraînes pas comme il faut, ça ne marche pas. Et Hinata l'a compris, en fait. Hinata, c'était le mec qui avait la haine, qui devait tout faire. Mais rappelez-vous du stage. Peut-être qu'il avait voulu faire le stage des jeunes chez Shiratorizawa. Au début, au premier visionnage de IQ, je me disais, mais attends, ce mec-là, en fait, il est juste méchant, le coach. Il est méchant, pourquoi il ne veut pas apprendre Hinata et tout? Mais après avoir compris, après avoir aussi eu à faire des sports, je me suis rendu compte qu'en fait c'est très logique. Le mec, il essayait d'apprendre à Hinata les bases en fait. Il essayait en fait d'apprendre à Hinata ce concept-là que il ne suffit pas de travailler comme un bourrin et tout, de vouloir tout faire et tout. Non, il faut travailler méthodiquement, il faut travailler de façon stratégique pour atteindre son objectif de manière plus efficace. Et c'est intéressant qu'on prenne cet exemple parce que en psychologie, il y a un concept qui s'y apparente très bien, qui est celui de l'effort délibéré. C'est un concept proposé par Anders Ericsson et qui expose le fait qu'il ne suffit pas de travailler genre 10 000 heures pour pouvoir réussir un truc. Il faut se concentrer plutôt sur ses faiblesses et les perfectionner. Travailler 4 heures à améliorer une faiblesse est mieux que travailler 10 000 heures comme un bourrin pour ne en ressortir avec pas grand chose. Et c'est intéressant parce que ça s'applique justement à ce concept-là du stage avec Hinata. Et c'est ce qui a fait que Hinata a commencé à progresser, c'est qu'à un moment donné, il a commencé à mieux s'entraîner, à se concentrer sur ses faiblesses. Et c'est ce qui a fait qu'il a amélioré son jeu de manière exponentielle, si je peux dire ça comme ça. Tu devrais appliquer cela, si tu veux, à un concept de la vie. C'est de se dire, arrêtez de se demander si on a le talent, mais plutôt de se demander si on travaille de façon intelligente pour pouvoir améliorer tel
tel aspect de notre vie, quoi, tu vois. Leçon 2, maîtrise ton rôle avant de vouloir prier. Et là, je vais prendre un exemple que souvent les gens n'utilisent pas, mais quand même est très 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 pertinent. C'est l'exemple de Nishinoya, le libéraux, qui est quand même un personnage qui, je crois, est le chouchou de certains fans de la série. Le libéraux, c'est le joueur qui ne peut pas attaquer techniquement, il ne peut pas bloquer et porte un maillot différent. En gros, le libéraux volé, c'est un peu le rôle ingrat. Ce que j'ai pu comprendre. En tout cas, dans la série, c'est ce qu'on veut nous faire comprendre. C'est que le libéraux, c'est un peu le rôle ingrat. Tu vois, personne ne va crier « Oh, on a marqué !» Personne ne va célébrer le libéraux quand justement il y a un point qui est marqué. Et pourtant, à un moment donné, Nishinoya s'est avéré comme étant l'un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus important de Karasuno. Pour ne citer que le match contre Aoba Josai, où il réceptionne incroyablement de façon unique le service de Oikawa que personne n'arrive à arrêter jusque-là. Ses prouesses contre Shirato Izawa, ses prouesses contre Narizaki. Nishinoya, en fait, s'est montré à plusieurs reprises comme étant un élément clé de ce roster de Karasuno. Et pourtant, il a un rôle qu'on qualifie un peu d'ingrat, si tu veux, au volleyball. Et ce, pourquoi? Parce qu'il a compris beaucoup de choses que la plupart d'entre nous avons du mal à assimiler ou à comprendre. Et cette chose-là, c'est quoi? La grandeur ne vient pas forcément de la visibilité, mais elle vient plus de l'excellence de ce que tu fais. Nishinoya ne rêve pas d'être un Kageyama, Hinata ou un grand joueur. Non, il veut juste être le meilleur libéraux du Japon. Il veut juste être le meilleur à son job. Un point, c'est tout. Et ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment très bien, en fait. Parce que ce soit en boulot, en sport, même dans la vie de tous les jours, on a tendance à regarder ce que les autres font. On a tendance à se dire, oui, voilà, j'aimerais bien faire comme lui. Mais à un moment donné, est-ce qu'on prend le temps, en fait, de se regarder soi-même et d'apprécier ce qu'on fait, de se dire, ok, je peux m'améliorer, devenir le meilleur dans ce que moi je fais en ce moment. Et ça vaut pour tout le monde. Même moi y compris, j'ai du mal avec ce truc-là. Et c'est vraiment ce truc-là que Aikuma m'a fait voir, en fait. On met tellement de l'énergie ailleurs qu'on en oublie d'en mettre là où c'est le plus important, c'est-à-dire être le meilleur de notre rôle à nous. Et en vrai, les grandes équipes, même là, c'est pas celles qui sont composées de stars. Alors oui, peut-être, mais une star ne fait pas une équipe. Une équipe gagnante est une équipe où tout le monde est super bon à son poste. Et ça a toujours été ça, en fait. Leçon 3. La connexion humaine est une compétence, pas un ton. Ça se travaille. On peut prendre plusieurs exemples, mais on va prendre l'exemple le plus palpable. L'exemple d'un des personnages les mieux écrits de cette œuvre, Tobio Kageyama, le roi tyrannesque. Un joueur incroyable, hors pair, mais qui avait un gros défaut, c'est qu'il ne faisait pas confiance à ses adversaires. On l'appelait le roi, parce que pour lui, en fait, les gars devaient s'adapter à son jeu à lui. Ni plus ni moins, parce que pour lui, il est bien trop fort. Et donc, du coup, c'est aux gens de s'adapter à son jeu et non le contraire. Alors que sa position, littéralement, c'est le mec qui doit distribuer le jeu, gérer le jeu. Et du coup, dans sa logique, vu qu'il est super bon, c'est que les autres doivent s'adapter à son jeu plutôt que le contraire. Et du coup, ça lui a même fallu, à un moment donné, à ses débuts, le fait que ses coéquipiers arrêtent pendant un match au collège, parce que pour eux, en fait, ils trouvaient que ouais, le gars, il abuse trop là, à un moment donné, là. Tu veux toujours être le meilleur et tout, ben sois le meilleur tout seul, tu vois. Et donc, ça l'a marqué. Qu'on le veuille ou non, ça l'a marqué terrible. Et du coup, arrivé à Karasuno, il voit un Hinata qui, lui, qui manque de talent, mais brille parce qu'il fait aveuglément confiance à Kageyama. En mode, Kageyama est talentueux, Kageyama, de cette manière, si tu veux, libère son potentiel sans le savoir, mais en même temps, en fait, c'est paradoxal parce que c'est Hinata qui suit aveuglément Kageyama, mais en suivant aveuglément Kageyama, Kageyama libère le potentiel d'Hinata. Et en fait, c'est ce que doit faire un setter. Et petit à petit, en fait, Kageyama le découvre et le déclic aura été au camp d'entraînement. Quand il a vu que tous les setters qu'il admire et tout ne sont pas des joueurs pour qui les gens jouent, mais c'est plutôt des joueurs qui libèrent, qui mettent en fait les attaquants dans les conditions idéales pour marquer. Donc il a compris en fait sa nouvelle vocation de setter et petit à petit, il a commencé lui-même à se remettre en question et à devenir un setter qui ne fait pas en sorte que les gens s'adaptent à son jeu, mais plutôt cherche à savoir comment faire prier ses adversaires. Et ça, c'est important dans le sens où ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Clairement pas. Non, ça a pris des déclics, ça a pris des moments de remise en question, ça a pris des doutes. Et le pire, c'est qu'on le veuille ou non, cet aspect, cette personnalité tyrannesque de Kageyama ne s'est pas totalement effacée. Clairement pas. Non, elle est toujours là. Le fait est que au fur et à mesure, il est en train de travailler ce truc-là pour se mettre au service de ses coéquipiers, c'est-à-dire pouvoir être capable de ressortir le meilleur de ses coéquipiers quand il le faut. En gros, il n'avait jamais fait confiance à ses coéquipiers et maintenant les circonstances
Et la vaillance de ses coéquipiers a fait qu'il commence petit à petit à leur faire une certaine confiance. Et même, je prendrai Oikawa, mais on parlera de Oikawa après, qui est quand même un miroir de Kageyama. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. C'est une compétence qu'il a travaillé, qu'il a développée. Et ça peut totalement changer la trajectoire, comme on l'a vu. Quand Kageyama est devenu le setter qu'il est devenu, l'équipe de Karasuno s'est vue transcender. On a vu son match contre Shira Torizawa. On a vu son match contre Inarizaki qui était incroyable. Il a fait de très belles actions. Toujours dans le but en fait de pouvoir faire briller les attaquants. Il était au four et au moulin d'attaque de Karasuno Kageyama. Dès qu'il a compris en fait ce que ça voulait dire être un setter de qualité. Kageyama, lui, il apprend à la dure. Il a appris des coéquipiers qu'il abandonne en plein match, avant de comprendre l'importance de faire confiance à ses coéquipiers et de pouvoir se sentir en sécurité au sein de cette équipe-là, qui en vrai, même Karasuno, qu'on le veuille, n'est pas dégueulasse. Il y avait quand même des joueurs, peut-être pas de classe mondiale, mais il y avait des joueurs qui se débrouillent. Bon, ça a pris le temps que ça a pris, bon, moi au final, Kageyama a pu faire confiance à ses coéquipiers. Et si on doit transposer ça de la vie de tous les jours, parfois c'est très difficile quand on est dans un environnement de se sentir à l'aise, de pouvoir prendre des risques et de savoir que ceux que coéquipiers ont notre back. Et ça, c'est très compliqué parce que c'est pas forcément le cas en général. Mais on peut s'apprendre. On peut l'apprendre maintenant. Surtout la question à se poser est de savoir, dans un environnement, que ce soit dans le sport, dans la vie de tous les jours, est-ce que les gens se sentent en confiance avec toi? Est-ce qu'ils se sentent à l'aise de pouvoir être eux-mêmes à 100% avec toi? C'est ça? Ou est-ce que c'est ton ego qui les écrase comme Kageyama? Leçon 4. Ah, ça c'est ma préférée. La défaite est ton meilleur entraîneur. Je vais être honnête. Cette scène-là, la première fois que je l'ai vue, j'étais vraiment bouche bée. En fait, je ne savais pas comment réagir en fait. Parce que c'était tellement réel, c'était tellement authentique comme scène. À ce moment-là, en fait, je ne faisais pas encore de sport. Mais je l'ai vécu comme si j'étais à la table avec ces mecs-là en fait. Ils ont perdu un match où ils ont tout donné. Ils ont absolument tout donné. Les joueurs pleurent. Le coach aurait pu leur dire en fait, oh oui, vous n'avez pas démérité, vous reviendrez plus fort, blablabla. Mais non, il ne leur dit rien. Il leur dit juste, bouffez, mangez et revenez plus fort après un truc comme ça. Et c'est beau. Parce que là, en fait, Furudate, dans cette scène-là, nous montre en fait que c'est correct de perdre. C'est ok, parfois, de perdre. Perdre, c'est important. Et dans cette scène-là, en fait, tu ressens la douleur brute, réelle, sans filtre ce qu'est une défaite. Généralement, parfois, dans certains animés de sport, en fait, la défaite, quand tu la vois comme ça, on te sort en même temps des moments petits, épiques, motivants, en mode oui, il reviendra très fort et tout. Et je trouve qu'on ne laisse pas généralement le temps, en fait, de vivre la défaite, genre de la sentir, de l'éprouver. Et cette scène-là, en fait, vient complètement déjouer ce que je viens de dire parce que tu la vis, la défaite. Tu vis cette défaite de Karasuno. C'est un message, en fait, que Haikyuu te fait passer. C'est que la défaite, c'est bien. La défaite fait mal. Et c'est pas un truc à ignorer. Quand tu perds, tu as mal. Et parfois, il ne suffit pas juste d'un discours remontant. Quand tu perds, parfois, c'est très triste. Et il faut que tu processes ce sentiment-là, en fait. Parce que c'est en processant ce sentiment-là que tu pourras tirer des leçons pour les prochaines fois. C'est normal que ça fasse mal. Et c'est une fois, en fait, que tu as analysé ce qui n'a pas marché, que tu peux te permettre maintenant de dire, c'est bon, j'ai assez pleuré, j'ai vu ce qui n'a pas marché. Maintenant, je vais revenir plus fort. Et le psychologue appelle ça la résilience active. Pas rebondir vite, mais traverser en fait la douleur consciemment pour en extraire quelque chose. Genre même les plus grands athlètes parlent de leurs défaites. Ils reviennent sur les défaites pas comme si c'était un truc qui les avait tués, qui les avait blessés. Non, mais quelque chose qui leur a permis en fait d'apprendre. Bref, Michael Jordan, il en parle clairement en fait de ses défaites, de ses mauvais moments. Il en parle sans honte parce qu'il sait. C'est ce qui lui a permis d'élever son game, d'élever son niveau. Et c'est facile à dire comme ça, je sais, mais en général, c'est peut-être important d'apprendre de ces défaites. Parfois, les défaites sont peut-être des bénédictions cachées, en vrai. On peut voir aussi les défaites, en gros, comme des choses qui nous montrent les failles que nous avons dans nos armures respectives, en fait. On devrait, à chaque fois qu'on perd, que ce soit dans le sport, dans la vie, dans le travail, dans les relations amoureuses, se dire où est-ce qu'on a fauté et qu'est-ce qu'on pourra améliorer la prochaine fois pour que ça ne se reproduise plus. Je pense que ce serait important. Et aussi se donner le temps de subir la défaite.
donner le temps d'être triste et d'encaisser la défaite. Parce que c'est ce temps-là, en fait, qui nous permet de rebondir plus tard. Leçon 5. Tes adversaires sont tes meilleurs professeurs. Bon, dans la plupart des choses en général, les adversaires sont les boss finales à abattre. Mais bon, on s'entend que ce n'est pas le cas des animés de sport. C'est plus des personnes à battre pour passer à l'étape suivante d'un tournoi ou quoi que ce soit. Et en général, pas seulement IQ le fait un peu, les animés de sport, en fait, les adversaires représentent à chaque fois une leçon. Je pense que IQ présente mieux ce concept-là. Dans IQ, il n'y a pas forcément de méchants. Il y a des adversaires qui t'apprennent en fait quelque chose sur toi-même ou sur ta façon de jouer. Shijima par exemple, il est arrogant, très arrogant d'ailleurs. Au début, je ne l'aimais même pas ce type-là. Mais il travaille plus dur que n'importe qui quand tu te rencontres. Oikawa, je faisais le parallèle avec Kageyama. Oikawa, en fait, c'est vraiment le miroir de Kageyama, si on peut faire ça comme ça. D'un côté, Kageyama est hyper talentueux et n'avait pas le soutien de ses coéquipiers. De l'autre côté, Oikawa, bon, il est talentueux, on va pas se mentir qu'il est bon avec son service de fou furieux là. Mais en même temps, techniquement, moi j'ai toujours dit qu'il n'était pas aussi fort que Kageyama. Mais ce qui faisait que Oikawa était beaucoup plus fort et à des années de Kageyama, c'est le fait qu'il arrive à avoir la tactique qu'il faut et aussi cette capacité-là d'élever tout le monde autour de lui. On aurait vraiment dit un général sur le terrain, Oikawa, parce qu'il savait en fait comment élever le potentiel de ses adversaires. Et du coup, en fait, lui, c'était le miroir en fait de Kageyama. C'était la leçon de Kageyama, c'est que il ne suffit pas d'être très bon. Il faut aussi pouvoir être capable de ressortir le potentiel maximal de ce coéquipier. Il y a d'autres comme t'as Kuro. Kuro qui est vraiment très taquin, très emmerdeur, mais aussi très bon. Et qui aide, par contre, Tsukishima a aimé le volleyball. Enfin, c'est pas lui qui l'est techniquement, mais quand même, il plante les graines qui vont donner naissance en fait, à cet amour grandiose que Tsukishima a pour le volleyball. En fait, chaque adversaire de IQ, quand tu le vois, en fait, est un miroir. Kenma, par exemple. Kenma, c'est clairement le miroir de Hinata. Encore une fois, Hinata a l'en limite, mais il a la rage, il a la haine de gagner. Alors qu'en face, t'as Kenma qui est super talentueux, mais qui a trop la flemme. Ce n'est pas son objectif premier et lui, juste pour le fun, il n'est même pas motivé. Et c'est vraiment en fait les miroirs en fait. Et c'est des leçons parce qu'à la fin du match contre Tekuma, on a vu que si Kenma avait eu plus de haine dès le début, le score aurait peut-être été différent. Et ce qui a fait la différence entre Kenma et Hinata, ce qui a fait la différence dans ce match entre Karasuno et Nekoma, c'est quand même la haine de gagner qu'avait Hinata pendant tout le match. Alors que Kenma, malheureusement, il ne l'a eu qu'à la fin du match. En vrai, qu'à la fin du match, il a eu cette haine-là. Quand ça a commencé vraiment à chauffer, c'est là que cette haine-là, cette envie de gagner, elle est venue. Mais malheureusement, il était trop tard. Donc en fait, chaque adversaire, qu'on le veuille ou non, est une leçon, qu'elle soit positive ou négative. Et au travers de ça, en fait, IQ nous montre que chaque obstacle n'est pas forcément mauvais en soi. Pas forcément à prendre du côté négatif, mais plutôt il faut voir chaque obstacle de la vie comme étant une leçon qui nous permettra d'avancer et d'être meilleur. Encore une fois, que ce soit dans le sport, dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, tout obstacle n'est pas un boss final à abattre, mais plutôt une leçon à acquérir. Et dans ce sens, quand on revient en fait sur IQ, Frodate nous fait comprendre que tes adversaires ne sont pas forcément tes ennemis. Tes adversaires sont peut-être tes professeurs, des gens qui sont là en fait pour t'apprendre quelque chose sur toi-même ou sur la vie que tu es en train de mener ou sur le sport que tu es en train de mener, quoi, tu vois. Et du coup, c'est ça en fait, il faut se dire, c'est qui les mecs qui sont plus forts que moi? C'est qui les gens que je trouve plus forts que moi en fait sur cette terre-là ou dans mon entourage? Et est-ce que je regarde ces personnes-là avec envie ou ressentement, ou est-ce que je les regarde en mode ouais, celui-là en fait, comment est-ce qu'il fait? J'ai envie de voir un peu comment est-ce qu'il fait pour pouvoir piquer 2 ou 3 manières et voir si ça a marché. Et ce petit truc-là en fait, j'ai compris que ça fait une grande différence entre stagner et exploser. Bon, au final, IQ, c'est 402 chapitres. 4 saisons en animé, je pense. Il n'y a que film, super sympa et c'est pas encore fini. En vrai, j'ai hâte à la dernière saison en animé parce que vraiment, en termes de leçons de cette saison-là, la dernière saison, ou bien le film, je pense qu'il y aura un film, bref. La dernière partie de IQ en termes de leçons de vie, c'est une mine d'or. Parce que non seulement on aura des leçons de vie, mais on aura la poursuite des actes narratifs de plusieurs personnages, notamment Hinata et Kageyama. Et donc du coup, quand même hâte à cette saison. Mais bon, pour revenir à IQ, même en général, en lui-même, c'est des centaines d'heures de contenu. Et si je devais résumer en vrai, IQ en une seule phrase, pour moi, ce serait le terrain, c'est l'endroit où tu te bats. Tu peux jamais mourir sur le terrain. C'est-à-dire que techniquement, en fait,
J'ai envie de te dire que tu peux jamais mourir face à un problème. Quand tu es dans la vie et que tu as des problèmes, tu peux jamais mourir. Enfin, encore une fois, ça dépend. Mais en général, tu vas toujours t'en sortir. La vie, c'est un combat perpétuel où tu dois toujours donner ce que tu as pour pouvoir t'en sortir. Que ce soit sur un terrain de volley, derrière un bureau, dans ta chambre à 3 heures du matin, quand tu doutes de toi-même, c'est un combat. Un combat perpétuel. Le talent est un outil, le travail est une discipline. C'est ce mindset-là que tu as face à ça qui fait toute la différence et qui détermine vraiment où tu vas. IQ ne te promet pas le succès, clairement pas. Et pour ceux qui ont lu le manga, ils savent de quoi je parle. IQ en fait te propose quelque chose de bien plus précieux. La fierté d'avoir tout donné et de ne jamais avoir abandonné, quelle que soit la circonstance. Et croyez-moi, c'est un sentiment qui n'a pas de prix. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un commentaire la leçon qui t'a le plus touché. Ou si toi, tu as eu une autre leçon que IQ t'a donné, je t'invite à la laisser en commentaire. Ça me fait plaisir de revenir encore une fois avec de nouvelles vidéos. Et franchement, ça m'a aussi fait un gros plaisir d'écrire cette vidéo. Elle était un petit peu compliquée à écrire, pas vous mentir. Mais en vrai, j'ai quand même pris du plaisir. J'espère que vous avez aimé. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à nous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très, très bonne vidéo. D'ici là, pour une nouvelle vidéo proche. C'est tout pour moi. À la prochaine.